On a tous déjà vu ces images impressionnantes de tribunes en ébullition, ces chants entraînants et cette ferveur indescriptible. Bienvenue en Amérique du Sud, et plus précisément en Argentine, où le football dépasse largement le simple cadre du sport. Un continent qui vit le ballon rond avec une intensité presque démesurée. Mais connaissez-vous vraiment l'envers du décor? Qui sont réellement les Barras Bravas, ces groupes à l'origine de cette ferveur spectaculaire, mais aussi de nombreuses dérives. Encensés pour leur ambiance unique au monde, dénoncés pour leur violence sans égale, les Barras Bravas incarnent un phénomène complexe, puissant et profondément ancré dans la société argentine. À travers cette vidéo, vous allez plonger dans un supporterisme bien loin des clichés véhiculés par les médias pour comprendre la réalité de ce mouvement, ses codes, ses contradictions et son influence. Vous verrez également qu'il existe des similitudes, mais surtout de profondes différences avec le mouvement ultra que l'on connaît en Europe. Le format a demandé énormément de recherche, alors si le sujet te parle, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à lâcher le petit pouce bleu, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça permet de continuer de produire ce genre de format en totale indépendance. En Argentine, la passion pour le football ne se limite pas au stade, elle fait partie intégrante de l'identité nationale. Près de 90% des Argentins soutiennent un club, parfois depuis plusieurs générations, et cette ferveur peut aller jusqu'à frôler l'hystérie collective. Un attachement viscéral qui, au fil du temps, a parfois donné naissance à des comportements extrêmes. Mais avant d'aller plus loin, une question essentielle. Que signifie réellement le terme Barra Brava? A l'origine, le mot Barra désigne simplement le groupe de supporters les plus démonstratifs, situés dans les tribunes populaires, souvent derrière les cages. Au fil du temps, a été ajouté le terme Brava, qui signifie dangereux ou sauvage. Une appellation largement reprise par les médias pour désigner ces groupes devenus célèbres ou tristement célèbres pour leur radicalité. Contrairement aux idées reçues, la violence dans le football argentin n'est pas née avec les Barras Bravas. Elle existait déjà bien avant leur apparition, comme en témoignent de nombreux incidents lors de différentes rencontres dans les années 1930-1940 entre Boca Juniors et Lanús. Et cette violence n'a cessé de marquer l'histoire du football local. On recense aujourd'hui plus de 352 morts directement liées aux tribunes, selon l'ONG Salvemos al Fútbol. Un triste record mondial qui montre à quel point ce phénomène dépasse largement le simple cadre du sportérisme. Mais pour comprendre comment cette ferveur a pu se transformer en un phénomène aussi puissant que controversé, il faut revenir aux origines, là où tout a réellement commencé. L'un des premiers événements marquants remonte au 2 novembre 1924 à Montevideo, lors de la finale du tournoi sud-américain, l'ancêtre de la Copa América entre l'Argentine et l'Uruguay. Justement, les deux pays où le football est considéré comme un pilier de l'identité nationale. Après un match fermé, conclu sur un score nul de 0-0, l'Uruguay remporte le titre. Malgré la défaite, certains Argentins célèbrent le fait que l'Uruguay ne les ait pas battus, rappelant ainsi leur victoire un mois plus tôt. Une provocation qui dégénère lorsqu'un groupe d'Argentins raille un groupe d'Uruguayens. Une bagarre éclate, et c'est le drame. Pedro Dembi, un jeune Uruguayen de 22 ans, est tué par balle. Selon le spécialiste Amilcar Romero, il s'agit du premier homicide directement lié à un match de football impliquant un groupe de supporters. Le principal accusé, José Lázaro Rodríguez, est un supporter de Boca Juniors considéré comme l'un des premiers leaders d'un groupe structuré, préfigurant de ce que deviendront plus tard les Barras Bravas. Parallèlement, d'autres formes de supporterisme organisé apparaissent dans le monde. Au Brésil, la première Torcida Organizada voit le jour en 1939 à Sao Paulo, suivie en 1942 par la célèbre Charanga de Flamengo. En Europe, ce sont les supporters de l'Adult Split, qui initient une forme comparable en 1950. En Argentine, le véritable tournant intervient dans les années 60. Cette nouvelle génération de groupes adopte une structure plus hiérarchisée, plus organisée et plus politisé. Contrairement au modèle brésilien ou européen, ces groupes prennent le nom spécifique de Barras Bravas, marquant ainsi une identité propre au football argentin. Souvent comparé aux ultras, car la date des mouvements se rapproche, les racines sociologiques, culturelles et surtout le style de supporterisme diffèrent de nombreux points. Par la suite, ce modèle s'est diffusé dans une grande partie de l'Amérique du Sud. Pour rester dans les années 60, après l'exil du président Perón, l'Argentine vit une crise sociale majeure d'une violence sans précédent. Cette instabilité se reflète naturellement dans les stades, et notamment du côté de la Bombonera. C'est dans ce contexte que le phénomène Barras Bravas va véritablement s'intensifier. Et une nouvelle fois, Boca Juniors joue un rôle central. En pensant pouvoir tirer profit d'une organisation forte et structurée, les dirigeants du club favorisent volontairement l'institutionnalisation de ces groupes afin de servir leurs propres intérêts, notamment politiques. Le modèle associatif et démocratique des clubs argentins facilite ainsi cette transition. La première véritable Barra Brava apparaît ainsi au début des années 60 à Boca Juniors, sous la direction de son chef emblématique, Quique El Carnicero. Son groupe, la Doce, devient rapidement l'un des plus influents au monde et pose les bases de l'organisation qui servira de modèle à toutes les Barras Bravas.
Encore aujourd'hui, la structure d'une Barra Brava repose sur une organisation hiérarchisée très précise. On retrouve une première ligne composée du ou des leaders, véritables figures de pouvoir. Une deuxième ligne représentant le noyau dur, les membres actifs et les plus fidèles. Et enfin, une troisième ligne regroupant les membres chargés des tambours, des chants et de la préparation des animations. Les rôles sont distribués en amont et un contrôle strict de la tribune est effectué. Souvent comparé à tort au mouvement ultra, notamment en raison de la proximité chronologique de leur apparition, les Barras Bravas sont distincts pourtant profondément par la racine sociologique, culturelle et leur rôle dans la société. Porteuses d'une image liée à la délinquance, à la violence et à la corruption, diabolisées par les médias et poursuivies par la justice, elles incarnent un acteur aussi controversé qu'incontournable pour comprendre l'Argentine contemporaine. Le sociologue Diego Murzi insigne que ces groupes ont été impliqués dans de nombreux événements ayant contribué à leur réputation de structures quasi mafieuses. Règlement de comptes internes, participation comme trouble faite lors de manifestations politiques, mais aussi développement d'activités à forte rentabilité économique. Mais réduire les membres des Barras Bravas à la seule violence serait une erreur. Beaucoup d'entre eux jouent également un rôle social important au sein de leur quartier. Ces groupes de supporters s'inscrivent dans des clubs omnisports qui proposent de nombreuses activités et participent à structurer une véritable identité collective. Car oui, en plus d'être des clubs omnisports où tous les sportifs se côtoient, en Argentine, les clubs reposent sur le financement des socios sans capitaux privés. Donc, quand un supporter est socio au sein du club de football qu'il supporte, en plus de faire partie intégrante de ce dernier, il appartient également à un cercle social, à une communauté. De nombreux exemples peuvent être mis en avant, mais sachez qu'un socio peut tout à fait profiter des installations du club, telles que les piscines, les gymnases ou même dans certains cas, inscrire leurs enfants dans des colonies de vacances organisées par les différentes institutions. Certains clubs, comme Boca ou River, offrent même des services comme des médecins ou encore un cimetière. Ainsi, être membre d'une barra ou socio renforce véritablement son appartenance. On peut même parler de dimension familiale, ce qui explique pourquoi les Argentins défendent avec tant d'ardeur leur club. Quand un supporter voit son club attaqué, c'est toute sa famille et son histoire qui se sentent concernés. Vous l'avez compris, en Argentine, le football occupe une place si centrale qu'il entretient des liens étroits avec la sphère politique. Si cette relation ne se résume pas à une simple instrumentalisation, il n'en demeure pas moins que certains dirigeants ont su tirer profit de cette proximité. Mauricio Macri, ancien président de Boca Juniors, devenu président de la République, ou encore Hugo Moyano, secrétaire général de la CGT, devenu président Independiente, illustre cette interaction constante entre pouvoir politique, football et barras. Mais plus qu'au cas, cela existe aussi dans le sens contraire avec un leader de barra devenu président du club. Ce fut le cas à Vélez Sarsfield avec Raúl Gamez, que l'on voit ici à l'image dans les lyrics ayant opposé les Barras Bravas argentines aux hooligans anglais lors de la Coupe du Monde 86 au Mexique. Passé de leader de barra dans les années 70-80, il a été élu président du club en 96 après s'être impliqué dans les instances dirigeantes, devenant ensuite vice-président puis remportant les élections des socios. Sous la dictature militaire, certaines barras ont même été utilisées comme milices du pouvoir, tandis que les leaders de différentes barras se sont vus confier des missions lors d'événements internationaux pour faire taire l'opposition. Ainsi, lors de la dernière dictature militaire, la barra du club de Quilmes était l'une de ces milices, et la mission qui avait été confiée à la barra était de se rendre au mondial en 82 pour faire taire les exilés argentins. Sous la présidence de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2007 et 2015, la relation entre football, politique et barras connaît un nouveau tournant. Dans un contexte de forte polarisation entre péronisme et anti-péronisme, le football devient un véritable enjeu de pouvoir et de communication. En 2010, le gouvernement annonce le rachat par l'État des droits de retransmission du championnat argentin pour 700 millions de pesos par an, rendant ainsi la diffusion des matchs gratuites pour la population financée par les fonds publics. Cristina Kirchner justifie cette décision comme une manière de construire une société plus juste et plus démocratique à travers le droit au sport et au loisir. Une mesure critiquée par le groupe multimédia Clarín, principal opposant médiatique au pouvoir en place. La même année, juste avant la Coupe du Monde en Afrique du Sud, la présidente impulse la création de la Hinchadas Unidas Argentinas, donc HUA, une structure regroupant de nombreuses barras bravas officiellement destinée à encadrer les supporters argentins. Dénoncée par Clarín comme un véritable pacte entre l'État et ces groupes controversés. 10 membres seront arrêtés lors de leur arrivée sur le continent africain, dont le leader de la Barra Brava de Rosario Central, et la HUA sera finalement dissoute. Les composantes que nous avons évoquées, que ce soit la violence ou encore la politique, éclipsent le plus grand du spectacle. En effet, une dimension fondamentale du supporterisme argentin, c'est la culture de l'aguante. Ce terme, issu du verbe aguantar, incarne la capacité à tenir bon, à résister et à rester fidèle coûte que coûte.
Dans les tribunes, la Guante se manifeste par une présence ininterrompue, des chants constants, des tambours, des fumigènes et une ferveur sans relâche. Dans le monde du football, tener a Guante, c'est ne jamais abandonner son équipe, chanter pendant 90 minutes, rester debout sous la pluie, dans la défaite comme dans la victoire, et démontrer sa supériorité non pas seulement par le score, mais par la voix, l'énergie, la présence. La Guante transforme alors le supporter en véritable acteur du match. Il ne se contente pas de regarder, il participe, il influence, il lutte, il existe. Les tribunes deviennent le théâtre d'une performance collective où se mélangent chants, tambours, fumigènes, feux d'artifice et parfois affrontements physiques. C'est ce qu'on appelle, en Argentine, le match dans le match. Mais la Guante dépasse largement le cadre du football. On le retrouve dans la vie quotidienne, dans la musique, dans la politique, dans la culture populaire. Avoir de la Guante, c'est être fort face aux crises économiques, tenir malgré les injustices, résister sans se plaindre. Une valeur nationale, presque identitaire, qui glorifie la résilience autant que la passion. Dans les stades, cette culture s'exprime à travers une créativité exceptionnelle. Les chants racontent l'histoire du club, celle de ses supporters, les rivalités, les victoires et parfois même les drames. Ils puisent dans le rock national, la cumbia villera ou encore la musique populaire pour devenir des hymnes repris par tout un stade. En parlant de chants, les rythmes utilisés en Argentine sont bien moins redondants que ceux qu'on retrouve en Europe. On y retrouve des souvenirs de campagnes sportives, des insultes envers les clubs rivaux et parfois même des références directes à des affrontements marquants avec d'autres groupes de supporters. En clair, les chants racontent l'histoire des tribunes et reprennent souvent le déroulement de certains conflits pour narguer l'adversaire. Et le plus impressionnant, c'est que ces chants ne sont pas seulement repris par la populaire, mais par tout le stade. Ils deviennent un élément central du supporterisme argentin parce qu'ils transmettent des messages, des souvenirs, des récits et toute une culture à travers leurs paroles. Les Argentins n'hésitent d'ailleurs pas à utiliser des mots très crus, provoquants, parfois sans filtre. Ces chants sont aussi une arme psychologique. Ils servent à intimider l'adversaire, à affirmer une supériorité symbolique et à montrer qui possède réellement la Guante. Ils sont également sans aucune limite pour déstabiliser l'adversaire. On peut notamment rappeler le chant raciste entonné par certains supporters argentins durant la Coupe du Monde pour tenter de provoquer les Français. Ce chant trouve d'ailleurs son origine dans le quartier de Mataderos à Buenos Aires et reste une création des Barras Bravas du club de la Nueva Chicago. Historiquement dirigé contre le grand rival du club, Almirante Brown, il est né dans les années 90 mêlant insultes racistes, misogynes et homophobes et avait même donné lieu à l'époque à plusieurs reprises à la mise en scène d'un travesti portant le maillot d'Almirante Brown tout en dansant pour humilier les rivaux.
Contrairement au mouvement ultra-européen où les banderoles sont souvent utilisées pour faire passer des messages, ici ce sont les chants qui jouent ce rôle. Les banderoles sont beaucoup moins présentes car la parole chantée tient une place bien plus importante dans la communication des tribunes. Même si certaines banderoles ont pu marquer les esprits à l'époque, comme celle de la Barra de Huracan, menaçant de tuer un arbitre, si le club continuait selon eux à être désavantagé par certaines décisions arbitrales, dans les chants, comme vu à l'instant, on retrouve déjà tout ce qui peut faire l'essence d'une banderole en Europe. Cette tradition s'appuie sur un répertoire capable de traverser les époques. Sigilda, Fito Páez, Rodrigo Bueno ou encore Leo Maccioli inspiraient les tribunes il y a quelques années. Aujourd'hui, ce sont les airs de Damas Gratis, emblème de la cumbia villera, un remix de la cumbia traditionnelle très apprécié dans les quartiers populaires, ou même ceux de Luis Fonsi qui ont pris le relais dans les stades argentins, puis européens. Comme l'explique Diego Murzi, au-delà de suivre une certaine mode musicale, les chants se sont imposés comme une véritable forme d'expression populaire. La preuve, on les retrouve désormais dans des manifestations, des concerts ou encore des meetings politiques. Les chants ont dépassé le cadre du football pour devenir une voix collective, une manière d'exister socialement et culturellement dans l'espace public argentin. S'il y a bien une hinchada qu'on est obligé d'évoquer lorsqu'on parle de créativité dans la Guente, c'est bien celle de San Lorenzo. Pour Diego Armando Maradona lui-même, c'était la hinchada la plus ingénieuse. Et ce n'est pas un hasard, c'est à San Lorenzo que l'on doit l'un des chants les plus emblématiques du football argentin, El tema celebratorio por excelencia. Ole ole hola, cada dia te quiero más. Un chant souvent repris par les supporters de l'équipe nationale, puis adapté par de nombreux clubs. Né dans le quartier de Boedo, berceau historique de San Lorenzo, ce chant s'accompagne généralement d'une chorégraphie devenue mythique, supporters torse nu, maillot tournant au-dessus de la tête, dans une communion totale avec la tribune. Les supporters de San Lorenzo sont également à l'origine des fameux papelitos, ces centaines de milliers de confettis lancés en l'air. Ils deviendront mondialement connus lors de la Coupe du Monde 78, recouvrant le ciel de Buenos Aires au-dessus du stade dans une scène devenue iconique. Ces images, fascinant des milliers de spectateurs internationaux, ont servi de modèle à de nombreux supporters européens qui ont ensuite repris le concept lors de matchs et de célébrations, transformant le papier volant en un symbole visuel de ferveur et de mise en scène tribunicienne à travers le vieux continent. La créativité de San Lorenzo ne s'arrête pas là. Le journal Marca, en Espagne, a même désigné le recibimiento chanté à l'entrée des joueurs comme le meilleur du monde à l'époque. Une distinction qui confirme la place particulière de cette hinchada dans l'imaginaire footballistique. Comme vous avez pu en apercevoir, le recibimiento en Argentine désigne l'accueil spectaculaire réservé à son équipe lors de leur entrée sur le terrain. C'est un rituel emblématique des tribunes argentines où la Barra Brava et les fans organisent une mise en scène qui vise à intimider l'adversaire, encourager l'équipe locale et montrer la cohésion et la puissance du groupe. Pour revenir à San Lorenzo, comme l'explique le sociologue Diego Murzi, on peut même parler de véritable professionnalisation des chants de supporters. Un groupe spécifique a été créé sous le nom d'Escuela de los Tablones, l'école des tribunes, dont l'unique activité est d'inventer de nouveaux chants pour encourager l'équipe. Vous vous doutez bien qu'avec tout ça, les tribunes de San Lorenzo ont sorti quelques classiques. Parmi les chants emblématiques, on peut aussi citer Vengo del Barrio de Boedo. Ce chant, devenu viral avec plusieurs millions de vues, a accompagné l'équipe en 2011 lors de sa lutte pour éviter la relégation. Ici, en vidéo, alors que le club de Boedo est relégable,
Tout le virage était resté après le coup de sifflet final, ayant provoqué un retour des joueurs sur la pelouse, scotchés devant cette ferveur et cette fidélité. Cela avant d'inspirer l'un des hymnes les plus célèbres de la Coupe du Monde 2014, Brasil decime que se siente. Plus récemment encore, un autre chant est devenu incontournable, Muchachos, entonné par toute l'Argentine lors du sacre mondial en 2022. Popularisé par le groupe La Mosca Tsetse, il trouve en réalité ses origines dans les tribunes du Racing Club en 2014. Depuis plusieurs années, les chants argentins inspirent les tribunes du monde entier. Des stades européens aux compétitions internationales, ces mélodies traversent désormais les frontières portées par internet et les réseaux sociaux. Des clubs comme River Plate, Boca Juniors, Racing, San Lorenzo, Rosario diffusent leurs tribunes à une audience mondiale, transformant ces chants en véritables références culturelles. Pour vous dire, quand j'avais 10 ans, il y a un chant que j'écoutais en boucle, c'est Dice que estamos todos de la cabeza de San Lorenzo, et déjà à l'époque, ça me mettait les frissons. D'ailleurs, ce chant que vous venez d'entendre avait été repris à l'époque à Marseille par le groupe des South Winners dans un contexte délire entre membres. Beaucoup d'autres chants argentins ont profondément marqué les tribunes françaises, comme à Marseille, Saint-Étienne, Paris ou encore Bordeaux. L'influence va même au-delà des chants. Des exemples récents, à Bordeaux ou à Nantes, démontrent que les groupes ultras ont adopté des animations et des tifos directement hérités des traditions argentines. À Nantes, nous pouvons même évoquer l'hommage rendu à l'attaquant argentin Emiliano Sala avec des termes provenant directement du vocabulaire footballistique argentin, démontrant que l'esprit de communion et de mobilisation des tribunes argentines peut se transformer en geste de mémoire et de solidarité dans le football hexagonal. À de nombreuses reprises, Bordeaux a fait allégeance à l'Argentine avec des animations qui ne laissent aucun doute. Papelitos, Vamos Bordeos, bref, le ton était lancé pour cette rencontre face à Angoulême. Lors d'un déplacement du côté de Niort,
une phrase raisonnée, Vamos, vamos, Burdeos, que esta noche tenemos que ganar, avant que le parquage ne s'embrase. Et si les chants, la passion et la créativité racontent une grande partie de l'âme des tribunes argentines, il existe aussi un aspect beaucoup moins connu du mouvement Barra, les amitiés. Car malgré la violence, souvent associée aux Barras Bravas, certaines hinchadas entretiennent des liens de fraternité extrêmement forts, à l'image de ce que l'on retrouve dans le mouvement ultra-européen. Et parmi toutes ces alliances, la plus forte et la plus emblématique est celle qui unit Tigre et Morón depuis près de 40 ans, une relation unique qui dépasse largement les Barras pour toucher l'ensemble des hinchadas des deux clubs. Cette amitié naît en 1975, lors d'une époque troublée politiquement, alors que Tigre et Morón étaient pourtant de féroces ennemis. Ce jour-là, leur affrontement habituel dégénère. Un policier tire dans la foule, et notamment en tribune, blessant grièvement El Negro Zamora, le leader de la Barra de Tigre. En voyant la scène, les supporters de Morón, touchés par la gravité des faits, entonnent un chant mythique, y pegue Tigre, y pegue. Ce moment de solidarité complètement inattendu pousse les deux Barras à s'unir. Ils seront même dans les mêmes bus pour affronter la police devant le commissariat. C'est clairement un épisode de pure violence, mais paradoxalement, écoutez, ça va créer une amitié qui sera mythique et qu'on peut qualifier d'indéfectible. Cette relation se renforce au fil des années. En 77, alors que Tigre relègue Morón en Primera C, les deux Barras se retrouvent autour d'un asado. Qu'on se le dise, c'est une vraie amitié capable de surpasser le sportif. Elle provoquera même des ruptures avec d'autres clubs. Morón met fin à son amitié avec All Boys après un chant moqueur envers Tigre, et Tigre rompt avec San Miguel pour la même raison. Aujourd'hui encore, dans les stades, on peut voir des maillots de Morón chez les supporters de Tigre et vice versa. Les deux groupes suivent leurs résultats, organisent des rencontres amicales et partagent une fraternité qui va bien au-delà du football. Bien sûr, il existe d'autres amitiés, comme Lanús avec Colón, mais aucune n'atteint l'intensité de celle entre Tigre et Morón. Preuve que même dans un univers marqué par la rivalité, la haine et les tensions, il reste parfois un pas entre la violence et une amitié forgée, con un solo corazón. Et si toutes ces histoires d'aguante, d'amitié, de chant et de culture donnent déjà un aperçu unique des tribunes argentines, rien ne vaut l'expérience de quelqu'un qui a vécu tout cela de l'intérieur. Parce qu'au-delà de la passion et de la créativité, il existe aussi un univers beaucoup plus sombre, celui des conflits avec les dirigeants, des luttes d'influence, des accusations de violence, de corruption et d'un pouvoir que les Barras exercent parfois bien au-delà des tribunes. Et justement, Bastien a été témoin direct de cette réalité. Il y a quelques années, alors qu'Independiente traversait ce qu'on appelait l'affaire Cantero, un président a décidé de déclarer la guerre à sa propre Barra Brava, et Bastien a eu un accès exceptionnel à la Barra del Rojo, l'un des groupes les plus influents, mais aussi des plus redoutés du pays. Une immersion rare, presque impossible à obtenir en Argentine, où les Barras refusent presque systématiquement de parler aux médias. Mais ce jour-là, grâce à des contacts, il s'est retrouvé face à Hernán Palavecino, bras droit du célèbre Bebote Alvarez, et il a pu documenter de l'intérieur un moment clé de l'histoire contemporaine des Barras. Dans un contexte explosif, saccage, conférences de presse improvisées, accusations politiques, menaces d'envahissement de terrain, tensions avec la police, il a pu voir ce qu'aucun journaliste étranger n'observe d'ordinaire, le fonctionnement interne d'une Barra, leur vision du conflit, leur rapport aux médias et leur réalité, loin des caricatures. Avant que Bastien nous raconte du coup cette anecdote et ce moment de vie, j'ai envie de dire, en Argentine, on se retrouve dans un décor qui est pas forcément habituel. Est-ce que tu peux nous en dire plus où on se retrouve aujourd'hui ? Bah écoute, un décor frisqué, mais assez sympa. Non, là, on est devant la chaîne du Mont Blanc avec les drues juste là. Ouais. On a derrière nous, là, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais l'aiguille du Midi et le Mont Blanc qui trône juste au-dessus. Donc non, un très beau cadre pour aborder ce sujet incroyable, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ouais. Je vais raconter ça tout à l'heure, mais non, un cadre incroyable pour un sujet incroyable. Ouais, en plus, bon. Ça coupe un petit peu, on passe de l'Argentine, la grinta, la chaleur, à la neige. Mais non, ça va être bien sympathique. T'as vécu un moment fort quand même, quasiment inédit, en immersion dans une barasse. Est-ce que tu peux du coup nous raconter tout ce qui s'est passé ? Parce que vous allez voir, ça va faire écho à la suite de la vidéo et aux différents aspects sécuritaires qui sont déroulés, on va dire, en Argentine. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter tout ça parce que vous allez le voir, c'est plus qu'intéressant. Ouais, avec plaisir. En fait, ce qui se passe, donc, c'est en 2015 que je rencontre la Barra del Rojo, donc la Barra d'Independiente.
Je les rencontre grâce à des membres de la Brava Massalia à l'époque, qui ont des contacts d'amitié avec cette Barra Brava donc à Independiente. Ouais. Independiente, c'est situé à Avellaneda, donc vraiment une ville périphérique à Buenos Aires, qui touche Buenos Aires, et Independiente fait partie des clubs qu'on considère comme les 5 grands d'Argentine, avec San Lorenzo, Boca, River, Racing et Independiente. Donc c'est une grosse barra, et j'ai vraiment cette chance, grâce aux membres de la Brava Massalia, de pouvoir rencontrer les mecs d'Independiente. En plus, il y a un contexte qui est particulier quand tu y vas. Clairement, plus que particulier, j'ai souvent fait le parallèle dans les papiers que j'ai écrits avec ce qui se passait au PSG à l'époque, avec le plan Le Prou. On en était un peu là à Independiente, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'affaire Cantero. Donc en fait, Cantero, c'est un président de club, qui arrive à Independiente, et en arrivant, qui déclare tout de suite la guerre à sa propre Barra Brava. Donc bon, effectivement, il déclare la guerre sur l'aspect économique, sur la gestion des places, sur la gestion de plein de choses, sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en fait, en déclarant la guerre à la Barra Brava d'Independiente, il leur confisque également leur matériel. Et là, c'est ce qui ne passe absolument pas du côté d'Independiente. La Barra, donc en fait, avant que la Barra attaque en justice, Javier Cantero est épaulé par une avocate, Florienza Arrieto, qui est réputée pour avoir une main de fer. Ouais. Donc voilà, vraiment, la guerre est déclarée à la... Le matos là-bas a aussi la même importance qu'en Europe aussi. Ah oui, tu vois, quand tu racontais plutôt dans la vidéo les parallèles avec le mouvement ultra, là on est en plein dedans. Le vol de bâche est extrêmement symbolique du côté Barra Brava, le vol de matos également, et là on confisque vraiment le matos de la Barra, on le confisque directement à la Barra. Donc là évidemment ça ne passe pas. D'abord la Barra Brava démarre par une conférence de presse en expliquant la situation, parce que Cantero effectivement diabolise cette Barra Brava, bien qu'il n'y a pas que des choses très propres dans la Barra, comme tu l'as expliqué auparavant. Oui, voilà, on va le voir, mais il les diabolise, et là il justifie ses actions en diabolisant cette Barra Brava. Et en fait, étonnamment, la Barra Brava ne veut pas récupérer le monopole de ce qu'elle avait auparavant, et là je parle des activités économiques, c'est-à-dire de la gestion des places, comme je disais tout à l'heure, etc. Mais elle veut surtout récupérer son matériel, qui a une symbolique extrêmement forte, donc même dans le mouvement Barra en Argentine. Et donc s'ensuit une guerre avec la direction, une guerre ouverte, parce qu'on a vu sur une réunion de sociaux en fin d'année le siège du club saccagé. En fait, il y avait Javier Cantero, donc le président, on voit des images d'ailleurs. Parce que les images, c'est assez impressionnant. On a, je pense, entre 80 et 100 mecs de la Barra qui débarquent au siège du club, et là tout vole, table, chaise, et Javier Cantero doit prendre la fuite assez rapidement. Et donc voilà, on en est là, et en plus, ce qui ne va pas pour Cantero, c'est qu'il a une situation sportive qui est catastrophique. Independiente est relégué en 2e division. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie des 5 grands. On a quelques années avant, on avait connu River Plate aussi, qui était descendu. On se souvient tous de ces images du stade Monumental en feu, les sièges en feu, etc., avec des émeutes partout dans le quartier de Núñez. Là, il se passe ça à Independiente. Donc, en plus de déclarer la guerre à Sabara, le bilan sportif est désastreux, catastrophique, désastreux. Et donc voilà, vraiment le contexte dans lequel on rencontre, les membres de la Brava Massalia me font rencontrer les mecs d'Independiente, voilà. Et donc cette rencontre elle se passe dans un bar en plein centre-ville de Buenos Aires, et franchement le climat est plus que détendu dès que j'arrive sur place, franchement très bien reçu, et donc au départ on parle même un peu plus du sportif que d'autres choses, tu vois, la conversation elle est assez détendue, on parle des idoles d'Independiente, Arsenio Erico, Bocchini évidemment, qui est l'idole absolue là-bas, et donc on parle de tout ça, et d'ailleurs ça prouve aussi que les Barras sont pas que des bêtes écervelées. Voilà, les mecs étaient passionnés, parce que je peux dire qu'ils connaissaient l'histoire de leur club sur le bout des doigts. Donc moi en fait en leader il y a ce jour-là Hernan Palavecino qui est au bar, qui est le numéro 2 de Bebote. Bebote qui est un Barra assez connu, je pense que certains devraient connaître. C'était lui qui s'était fait arrêter au Brésil lors de la Coupe du Monde 2014, qui avait fait la une des journaux pour un petit trafic de place dans les stades, et il était sur une liste noire des autorités brésiliennes. Il avait été renvoyé en Argentine avec une image, on pourra la mettre, qui est avec il s'était peint les cheveux en vert, mais bon, tout le monde l'avait reconnu, c'était assez risible, mais voilà. Donc bref, Bebote n'est pas là, c'est son bras droit qui me reçoit, donc le numéro 2, Hernan Palavecino, avec quelques membres de la Barra. Et donc je te dis, au départ, conversation vraiment
vraiment détendu. Ensuite, on aborde vraiment le cœur de l'affaire Cantero, et donc là, Hernan me répète que lui, ce que réclame lui et la Barra, c'est vraiment la restitution du matériel. C'est vrai que dès qu'on discute des aspects économiques, qui sont inhérents en vrai à la Barra, qui sont inhérents à la Barra, Hernan il botte un peu en touche, faut dire ce qui est, il botte un peu en touche, mais voilà, on discute de tout ça. Lui il me dit que vraiment c'est le matériel qui les importe, que l'aspect économique a toujours existé. Encore une fois, il botte en touche, et puis voilà, il n'a pas trop envie de s'étendre sur le sujet. On le savait d'avance. Par contre, il y a un sujet sur lequel il va quand même pas mal développer. Et ouais, l'aspect sécuritaire. Là c'est pour moi le plus intéressant de la rencontre, c'est dès qu'il explique en fait le système de sécurité en Argentine. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est un parallèle par rapport au système économique qu'il ne veut pas aborder, mais ça en fait partie. C'est qu'en fait, en Argentine, il faut savoir que pendant des années, la sécurité autour des stades, elle était gérée donc par les clubs. En fait, c'est les clubs qui payaient leur propre sécurité autour du stade et dans le stade évidemment. Alors en France, nous, on le sait, dans le stade, c'est le club, et en dehors du stade, c'est les autorités publiques. Et bien là, ce qui se passait en Argentine, c'est qu'effectivement, on pourrait croire que c'était les autorités publiques, sauf que les autorités publiques étaient payées par les clubs. Voilà, parce qu'en fait, c'était des policiers qui étaient en dehors de leurs heures de service, qui venaient faire des heures supplémentaires pour assurer la sécurité en dehors du stade. Et là, vous allez me dire, c'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant, mais c'était comme cela. Et en fait, qu'est-ce qui pouvait se passer? C'est que la police avait très souvent une enveloppe du club de quelques milliers de pesos argentins à l'époque. Aujourd'hui, avec l'inflation et la dévaluation de la monnaie, ça pourrait même se compter en millions de pesos. Mais donc, en fait, la police était donc payée par le club. Et inévitablement, il pouvait y avoir quelques petits arrangements. C'est-à-dire que un chef de police, pas très bien intentionné, qui pouvait dire aux barras présentes, les gars, aujourd'hui, on a telle enveloppe de la police, telle enveloppe de la part du club, excuse-moi, telle enveloppe de la part du club. Par contre, moi, j'ai pas du tout les effectifs nécessaires parce que j'ai pas trouvé, ou parce que avec cette enveloppe, on peut trouver un arrangement. Et il pouvait y avoir quelques arrangements avec la Barras pour que le calme règne autour du stade et que chacun touche une partie de cette enveloppe. Alors là, les gens vont faire les gros yeux et vont me dire, mais c'est comme ça, et on y reviendra plus tard. On expliquera pourquoi c'était comme ça et on expliquera ce qui a changé depuis. Mais c'était vraiment la manière de fonctionner en Argentine. Donc, ce qu'explique Hernan Pallavicino, c'est que des fois. C'est que des fois il y avait des arrangements avec la police, et des fois la police ou la Barra, qui n'était parfois pas contente de l'enveloppe de la partie de l'enveloppe touchée, bagarre, incident, et on pointait du doigt encore une fois toutes les autorités et tout le système autour de cela. Oui, parce que aussi il y avait le fait que parfois, je reprends le micro, parfois eux-mêmes voulaient avoir des heures supplémentaires. Et du coup, la police s'imposait alors qu'il n'y avait pas forcément besoin d'effectifs. Et eux, ça les arrangeait au final. Exactement. Donc, ça les arrangeait à tout moment. Et la Barra, des fois, tu pouvais te dire, attendez, la partie de l'enveloppe que vous nous donnez, ça nous convient pas. Donc on va foutre le bordel. Et puis des fois, dès que l'arrangement était trop du côté Barra, c'est la police qui pouvait des fois provoquer des incidents. On l'a vu à plein de reprises, parce que pour que le chef de police justifie plus de forces supplémentaires et donc plus d'heures supplémentaires lors de la prochaine rencontre. Voilà où on en était. Vraiment, on est dans un monde qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît chez nous. Ou comme tu disais à l'origine, c'est les clubs qui vont payer la sécurité à l'intérieur des enceintes sportives, et dehors, ça va être la force publique de manière générale. Là, on est sur un système qui a vraiment rien à voir. Rien à voir, et qui reflétait une réalité économique bien différente de chez nous. On y reviendra tout à l'heure aussi, dès qu'on abordera vraiment les réformes qui ont été faites depuis. Mais voilà, c'est vraiment un système qui peut surprendre d'un point de vue français. Et ensuite, donc vraiment, on aborde cette partie-là, et donc la rencontre se passe bien. Après, on aborde effectivement d'autres amitiés, donc de la Barra del Rojo, notamment celle avec Caracas. Il y avait même un leader de la Barra Brava du Caracas FC qui est venu au bar à la fin de l'entretien, qui est venu se présenter, etc. Parce qu'à l'époque, sur la Grinta, on avait fait une interview croisée des deux barras, entre celle du Caracas FC et du Deportivo Táchira, donc la plus grande rivalité au Venezuela, donc la plus grande rivalité sportive au Venezuela, et on avait réussi à faire une interview croisée avec eux, et donc ce leader de la Barra de Caracas était au courant de ça. Il était venu se présenter très cordialement, et on avait même bu encore un verre avec lui avant de repartir. Donc franchement, ça a été une rencontre très enrichissante. Encore une fois, ils ont botté en touche les sujets qu'ils ne voulaient pas trop évoquer, mais on a appris beaucoup de choses, et on a surtout appris que
que voilà, en fait tout n'était pas noir non plus du côté Barra, qu'il y avait des choses qui étaient vraiment intéressantes à ressortir, et franchement c'était super intéressant de ce point de vue là. Ouais, parce que du coup, ce qui est hyper intéressant en fait, c'est que du coup, à travers cet échange-là, du coup, toi, t'en as plus appris du coup sur l'aspect sécuritaire, donc avec la police et la gestion du club. Et en fait, cette mise en contexte, on va dire sécuritaire, elle permet d'appréhender vraiment le monde Barras qu'on n'a pas forcément quand on va avoir un politique en face de toi. Même si du coup, ça va être la suite de la vidéo du coup, avec notamment la rencontre de politiciens. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, on est loin du stéréotype du fait que les Bravas. Alors oui, il y a la partie business, oui, il y a la partie violence, que d'ailleurs on nommait pas dans la vidéo, mais que c'est des mecs, des passionnés, ils te parlent vraiment de toute l'histoire du club et tout. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que bah, du coup, en rencontrant du coup les différents acteurs, bah, tu peux vraiment te mettre dans cette réalité-là qui dépasse, on va dire, ce qu'on peut lire classiquement sur certains articles. Oui, les hooligans à la sauce argentine, etc. Vraiment, on va dire les raccourcis qu'on voit souvent. Mais encore une fois, comme tu dis, et j'insiste vraiment de ce côté-là, c'est vraiment primordial d'entendre cet aspect sécuritaire. Ouais. Primordial pour comprendre le monde des Barras Bravas. Et je t'avoue, cette rencontre, elle se fait à peine un an après mon installation en Argentine, et elle m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de saisir beaucoup de choses, et donc après sur le point de vue politique, on y reviendra tout à l'heure, mais de voir ce qui a été mis en place et de comprendre le pourquoi du comment, ça a vraiment été très très important. Et pour revenir sur l'aspect sociologique des Barras Bravas, effectivement, c'est des mecs qui sont passionnés. Moi je te dis, alors moi j'ai personnellement pas été surpris par la connaissance de ces mecs-là parce que je m'en doutais, mais voilà, la discussion dans ce bar, elle a duré plus de 3 heures, et elle a été essentiellement, alors bien évidemment qu'on a fait des parallèles avec le mouvement ultra, bien évidemment que même eux étaient intrigués par certains aspects du mouvement ultra, parce qu'ils ne connaissent, c'est quelque chose qu'ils connaissent mais qu'ils ne connaissent pas sur le bout des doigts, parce que encore une fois, comme tu l'as expliqué durant toute la vidéo, c'est vraiment différent. Mais voilà, donc la discussion a duré 3 heures, on a parlé de plein de sujets différents, et c'était très enrichissant. Et bah du coup, pour que vous puissiez comprendre du coup cet aspect sécuritaire, vous allez le voir, bah on va parler directement de tout ça dans un instant. Et pour comprendre comment l'État argentin tente de répondre à la violence liée aux Barras, il faut aussi se pencher sur ceux qui se sont chargés officiellement de régler le problème. C'est le cas de Guillermo Madero. En 2015, il est nommé par la ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, avec une mission très claire, lutter contre la violence dans le football. Proche de Mauricio Macri, diplômé en sciences politiques, ancien responsable de la sécurité de la ville de Buenos Aires, c'est quelqu'un qui connaît à la fois la politique, la police et les tribunes, puisqu'il est lui-même supporter de Boca depuis l'enfance. Sa méthode au départ, c'est d'écouter. Sous les conseils de Macri, il commence par rencontrer toutes les parties prenantes, les familles des victimes de la violence, d'anciens dirigeants, d'anciens joueurs, des associations comme Salvemos al Football. Il raconte d'ailleurs qu'un témoignage d'une mère ayant perdu 2 fils dans les incidents liés au football l'a marqué au point de devenir son moteur au quotidien. En revanche, il refuse catégoriquement de rencontrer des leaders de Barras Bravas qu'il considère comme habitués à se rapprocher du pouvoir pour le conditionner. Concrètement, Madero défend une ligne assez claire. Il veut exclure les délinquants et casser le business criminel autour des matchs, sans pour autant tuer la passion. L'État reprend la main sur les fameuses listes noires de supporters violents, cherche à aider les clubs à appliquer le droit d'admission, veut mettre fin au système des heures sub-policières qui alimentait un cercle vicieux de violence et de surprésence policière, et s'attaque aussi aux revenus parallèles des Barras, comme le racket des parkings autour des stades. Pour lui, si on coupe l'argent, une partie des délinquants disparaît avec. Évidemment, une question se pose. Sans les Barras Bravas, est-ce que l'ambiance resterait la même dans les stades argentins ? Madero, lui, est convaincu que oui. Il répète que la paix et la passion peuvent cohabiter et que l'Argentin est suffisamment passionné pour remplir les tribunes sans avoir besoin de bandes criminelles. Selon lui, l'objectif n'est pas de faire disparaître les tambours, les drapeaux et les chants, mais d'empêcher que ceux qui les contrôlent utilisent le football comme une entreprise mafieuse. Tout ça, Bastien a pu en parler directement avec lui à Buenos Aires dans le cadre d'une interview fleuve. Je vais le laisser vous raconter ce que Madero lui a confié et comment ce discours se confronte à la réalité des tribunes. Merci Robin, et puis pour remettre un peu les choses dans le contexte, en fait la rencontre avec Guillermo Madero, ça se fait donc dans le cadre d'une interview que je réalise pour le magazine 11 Mondial à l'époque. Donc en fait avec 11 Mondial on veut mettre en avant un peu les nouvelles réformes qu'il y a en Argentine, donc les nouvelles réformes sécuritaires, parce que c'est un sujet qui fait beaucoup de bruit, c'est un sujet qui fait beaucoup de bruit à l'époque, en plus avec Mauricio Macri, président de la République. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le magazine 11 Mondial terminera sur son bureau de ce reportage-là, et Madero lui confiera, voilà, c'est un journaliste français qui a fait cette interview au niveau des nouvelles réformes sécuritaires qu'on met en place, et Macri, assez intrigué, lui dit
le journaliste il est venu de France exprès, il vit ici, etc. Et Madero lui raconte un peu ma vie, parce que c'est vrai qu'avec Madero en off, on s'était présenté, on a discuté. Et donc Madero lui dit oui, non, il habite là, il va se marier bientôt avec une Argentine, ils sont fiancés, ils se marient le mois prochain. Et donc ce qui est assez fou, c'est que Macri, donc le président de la République, il sort de cet entretien avec Guillermo Madero. Il a une conférence de presse à donner et il démarre sa conférence de presse en racontant l'histoire donc de ma future femme et de moi-même. Donc voilà, pour l'anecdote, c'était quand même assez marrant, quoi. Pour moi, c'est une des meilleures anecdotes de la vidéo. Ouais, mais il y en a encore des intéressantes, ouais. Mais ouais, non, c'était le clin d'œil était assez marrant, quoi. Le clin d'œil était assez marrant. Mais donc voilà, ça se fait vraiment dans ce cadre-là, donc de la rencontre avec Guillermo Madero dans le cadre de cette interview. Ouais. Et donc avec Guillermo Madero, évidemment, le premier sujet qu'on aborde, c'est le sujet qu'on évoquait tout à l'heure de ce que nous racontait la Barra de Rojo, avec donc le rab, ce fameux rab qu'effectuaient les policiers, exactement, et que Madero, il voulait, alors lui, il appelait ça un changement culturel, il voulait vraiment tout modifier cela, et c'est-à-dire que l'État reprenne en main la sécurité autour du football. C'était vraiment la ligne directrice de Mauricio Macri et donc du ministère de la Sécurité, parce que là-bas c'est pas le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Sécurité. Lui il était secrétaire d'État, donc secrétaire d'État des événements sportifs, de la sécurité autour des événements sportifs. Ouais, c'est très précis. C'est très précis, c'était dur à retenir surtout. Et donc il est sous l'égide du ministère de la Sécurité. À l'époque, la ministre de la Sécurité, elle se nommait Patricia Bullrich. Et donc voilà, ils ont cette ligne directrice-là de reprendre vraiment un peu à l'européenne du coup, dans l'idée, dans le schéma. Exactement. Lui, il veut vraiment reprendre ça. Il estime que ce système, il est complètement obsolète. A raison au vu des exemples qu'on a donnés, que de toute façon plus il y avait de violence, plus il fallait de policiers autour des stades et plus il fallait d'heures supplémentaires, et le cercle vicieux quand du côté Barras on n'avait pas assez non plus pour maintenir pour maintenir le calme, enfin qu'on estimait qu'on n'avait pas assez pour maintenir le calme, on foutait le bordel. Enfin voilà, t'avais ce cercle vicieux qui revenait tout le temps. Et donc Madero, il fait ce travail-là, donc il travaille en ce sens. En vrai, ce qui est intéressant avec Madero et dans cette rencontre, c'est surtout qu'il diabolise pas non plus les Barras. Il diabolise vraiment pas les Barras. Il part dans cette réforme sécuritaire, mais en s'intéressant de près à cette mouvance. Il rencontre des sociologues comme un très connu Diego Murci, que tu as cité dans la vidéo, qui est vraiment une référence pour moi en Argentine. Il va même rencontrer quelques barras bravas en Colombie, je me rappelle, à l'Atlético Nacional, donc le club, l'un des deux clubs de la ville de Medellín en Colombie. Donc voilà, il fait vraiment beaucoup de rencontres, il s'informe, etc. Et lui, il est persuadé d'une chose, c'est que passion et sécurité peuvent cohabiter. Pas toujours le discours qu'on avait entendu politiquement, donc c'était assez intéressant en vrai, c'était assez intéressant, et il prend des renseignements, etc. Et il en arrive à cette conclusion de dire voilà, maintenant on va remettre la sécurité dans les mains de l'État, et c'est l'État qui va reprendre la sécurité autour des stades de football, et il met ça en place en championnat, en Copa Sudamericana, donc un peu l'équivalent de l'Europa League en Amérique du Sud, et en Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Donc voilà, il met vraiment ça sur toutes les compétitions organisées, toutes les compétitions footballistiques organisées en Argentine, et donc tu vois, ça part là-dessus. Aussi, j'ai lu l'interview du coup que tu avais réalisée du coup avec Madero, et il y a une petite subtilité qui est intéressante, qui va nous permettre, je pense, de rentrer plus en profondeur dans le sujet. C'est le fait qu'il évoquait que malgré, on va dire, une politique sécuritaire, l'absence de Barras n'entraînerait pas, entre guillemets, la désertion des stades, et qu'il y aurait toujours cette ambiance. C'est vrai, mais pas totalement. Je pense qu'il y a moyen de creuser dessus. C'est quoi un petit peu ta position dessus? Même si je sais qu'on la partage. Là-dessus, je t'avoue que je rejoignais pas sa ligne là-dessus, pour différentes raisons. Parce que quand même, moi je pense qu'un supporterisme organisé, c'est toujours mieux que laisser un virage à l'abandon avec des chants qui partent un peu de n'importe où spontanément comme ça. Un peu comme exactement comme à l'anglaise. Donc non, pour moi on n'était pas là-dessus. J'étais pas d'accord avec lui. D'ailleurs, on l'a vu à River Plate, Los Borrachos del Tablón, donc qui est la Barras Brava de River. Ouais. Elle a subi une grosse répression là après le Covid par les dirigeants de River Plate qui ne voulaient plus de leur présenter, etc. Enfin, il y avait eu beaucoup d'histoires en interne. Beaucoup de problèmes entre certaines factions de la Barra qui ont entraîné à cette situation, et on voyait, mine de rien, le Monumental, ça résonnait pas pareil avec ou sans Los Borrachos del Tablón. Alors je comprends culturellement, je comprends ce qu'il veut dire Madero par là. C'est vrai qu'aujourd'hui
aujourd'hui, et là je pense que ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, sont témoins de ça. C'est vrai que l'Argentine, partout où il joue, que ce soit au basket, que ce soit même au... C'est ça, même au tennis, en Coupe Davis, tu vois, pour avoir été les voir jouer... C'est festif, pour avoir été les voir jouer une fois en Belgique, à Bruxelles. Voilà, t'avais quand même ça, entre 50 et 80 mecs qui étaient pratiquement debout. Alors ça reste du tennis, mais voilà, qui étaient festifs, ça chantait à chaque fois entre les points, ça chantait, etc. Donc c'est vrai que l'Argentin, par nature, est très festif. Ça on le sait. Mais après, je rejoignais pas sa ligne par rapport à ça. Et d'ailleurs, il a un peu changé cette ligne-là. Il l'a un peu changé par la suite parce que là, cette interview, elle se fait vraiment au début de son mandat, au début du mandat de Mauricio Macri également. Et cette ligne-là, elle a un peu été changée. Après, on voit qu'il cible vraiment la lutte contre une certaine délinquance dans les barras bravas, quelque chose que là on ne peut pas nier. Non. Justement sur ces trafics de billets, sur les parkings, sur les places de parking autour des stades, etc., qui étaient contrôlés par les barras, même les stands de nourriture des fois. Donc là, en fait, il cible plus ça que l'aspect Barra en lui-même. Donc on voit qu'il a évolué quand même durant son mandat par rapport à ça. Ouais, parce qu'après je pense quand même qu'il est conscient, il y a beaucoup de tourisme au final dans ces stades, beaucoup d'Européens qui viennent, mais c'est pour cette ambiance-là, parce qu'on l'a déjà évoqué nous deux en off, mais le niveau de foot en tant que tel, il y a un bon niveau, mais c'est pas pour ça que les gens viendront en Amérique du Sud voir des matchs. Encore moins aujourd'hui, le niveau d'un Boca River par rapport à ce que tu voyais dans les années 90 et avant Bosman, de toute façon. Et d'ailleurs, on est en plein dans l'actualité, tu le vois dans la Coupe intercontinentale qui est dominée par les Européens depuis des années. L'arrêt Bosman a fait très mal au club sud-américain. Là, on rentre vraiment dans le sportif, mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, cette question-là, je lui pose à Guillermo Madero, je lui dis, attendez, là, vous êtes conscient que en fait, vos stades aussi sont remplis et sont visités, alors pas remplis par des Européens, c'est pas ce que je voulais dire, mais que vraiment il y a un intérêt de certains Européens, même de certains Asiatiques, etc., qui viennent au stade en Argentine, pour qui c'est un rêve de venir dans ces stades, comme la Bombonera, comme San Lorenzo, comme le Monumental. Ils viennent pour l'ambiance, ils viennent vraiment pour ce folklore. Et là, Madero, il est conscient de ça. Il est conscient de ça durant l'interview. C'est pour ça que je disais que l'échange était vraiment intéressant et enrichissant avec lui, parce qu'il est conscient de tout ça. Et d'ailleurs, on le voit. Qu'il évolue dans sa ligne, on voit qu'il évolue tout au long de son mandat par rapport à ça. Après, ils mettent en place le programme Tribuna Segura, donc Tribune Sûre, où là, vraiment, on voit que le travail, il est vraiment fait pour sortir les délinquants des stades. Où là, nous, en tant qu'observateurs, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus, quoi. De toute façon, tout type de délinquance n'a rien à faire dans les stades ou dans notre société en règle générale. Donc là, c'est plus lisible ce qu'il fait, et on voit vraiment qu'il y a eu une évolution de sa ligne directrice au fur et à mesure des années. Ouais, parce que pour continuer dans cette politique sécuritaire, depuis 2019, si je m'abuse, il y a une interdiction des déplacements. 2013, excusez-moi, autant pour moi. Puis 2013, du coup, il y a une interdiction des déplacements. Il y avait eu des matchs tests où ils avaient fait revenir, on va dire, des supporters, des barras. Mais bon, c'était sur des petits clubs avec des petites barras. On n'est pas sur le top 5 des grandes équipes. Et c'était très limité. C'était plus que limité. En fait, les matchs tests qu'ils font, c'est en général dans le stade de Arsenal de Sarandi, donc où il y a vraiment une toute petite barasse. Ils en font quelques-uns à Mendoza, donc dans une province qui est tout à l'ouest, frontalière avec le Chili, dans le stade de Godoy Cruz. Mais en tout cas, c'est pas à Boca, c'est pas à San Lorenzo, c'est pas à River Plate qu'on revoit les visiteurs. D'ailleurs, aujourd'hui, l'interdiction de déplacement est toujours en vigueur. Donc 2013, vous imaginez, ça fait 12 ans, ça va faire 13 ans là en 2026. C'est énorme, et malgré quelques matchs tests, en fait, on n'a pas, les visiteurs ne sont pas revenus en Argentine. Et c'est d'ailleurs une question qu'on lui pose dans l'interview à Guillermo Madero. Et à l'époque, il était très prudent, et on comprend pourquoi, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, cette interdiction n'est toujours pas levée. Mais après, bon, les chiffres sont quand même assez éloquents. Tu l'as évoqué en début de vidéo, le nombre de morts dans le football argentin, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer ici en France. Et c'est là où j'ai envie de faire peut-être un parallèle. Nous, depuis des années, la répression augmente en France avec une multitude d'interdictions de déplacement, etc. Est-ce que ça serait pas plutôt une volonté politique? Parce que je pense que, sans trop m'avancer, on peut pas non plus comparer ce qui se passe en Argentine et en France en termes de violence. C'est incomparable. Et pourtant, la répression gagne du terrain. Et je trouve que c'est quand même intéressant de le mettre en lumière. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dans l'interview, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est le dispositif sécuritaire. Et quand il hallucine, en fait, quand tu lui parles d'un OM-PSG, on est à 2500, 3000 policiers. Lui, c'est ce qu'il a sur un canton entier.
C'est ça. En vrai, alors ça, donc c'est un tout petit peu plus tard. C'est pas dans l'interview exactement. Ouais. C'est dès que, donc, par la suite de cette interview, Guillermo Madero, il m'invite en fait en Argentine. Okay. Ils ont mis en place, je sais pas si c'est la meilleure idée du monde au niveau sécuritaire, mais ils ont mis en place ce qu'on appelait la journée des classicos. C'est-à-dire que pendant une journée de championnat, eh bien, tu avais tous les classicos qui se jouaient pratiquement en même temps. Donc, le vendredi, vous aviez le classico de Cordoba entre Belgrano et Talleres et Cordoba. Oui. C'est une folie complète. Le samedi, et puis en plus, c'est pas des petits classicos, quoi. Ouais, le samedi, tu avais le classico de Rosario entre Newell's et Rosario Central. Le soir, tu avais le Boca River. Le lendemain, tu avais San Lorenzo Huracan. Et puis le lundi soir, tu avais Racing Independiente. Enfin, imaginez-vous ce que ça représente au niveau sécuritaire pour organiser tout ça sur le même week-end. Et donc Guillermo Madero, qui est un peu pris de court par rapport, parce que c'est l'AFA qui avait décidé ça, donc l'association de football argentin, un peu pris de court par rapport à ça, il organise une réunion avec tous les commissaires de toutes les provinces, parce que l'Argentine est un État fédéral. Oui. Ça fonctionne pas comme chez nous, c'est pas par région, eux c'est vraiment par province, c'est un État fédéral. Et donc tous les commissaires de ces provinces argentines, donc de toutes les provinces argentines concernées par cette journée des classicos, sont réunis à Cordoba, parce que le premier match de cette journée classico c'était Belgrano-Talleres le vendredi soir. Donc tout le monde est réuni et là Guillermo Madero il m'invite à cette réunion en me demandant de dresser un peu un bilan sécuritaire de ce qui se fait un peu en Europe, voilà, pour que les commissaires écoutent. Il y avait aussi des membres du gouvernement, enfin voilà, ouais, c'est le gros truc, ouais, c'était le gros truc et donc dès que je raconte un peu, donc je t'avoue que je raconte un peu les différents modèles européens, surtout en fait je m'étais arrêté sur le français, l'italien et l'anglais, qui étaient vraiment pour moi trois modèles vraiment différents, un peu l'allemand qui émergeait à ce moment-là, c'était assez intéressant ce qui se passait en Allemagne à ce moment-là, et donc je raconte tout ça, voilà, je fais ce petit rapport, et donc à un moment il y a le commissaire de la province de Santa Fe qui m'interpelle. Donc Santa Fe, c'est là où il y a le fameux classico de Rosario Central Newell's, qui est pour moi le plus chaud d'Argentine. Okay. Ouais, c'est au-dessus de Boca River, c'est au-dessus de Racing Independiente, c'est vraiment le plus compliqué à organiser, le plus chaud au niveau passionnel, etc. C'est vraiment, je n'ai jamais vu un tel match dans ma vie, hormis à Rosario, c'est vraiment exceptionnel. De le vivre une fois, c'est exceptionnel. Et donc là, il veut me poser une question, il me dit ok, bon là tu nous racontes un peu les modèles européens, mais il dit sur un OMPG, il a pris ce match là en référence, d'ailleurs il a eu raison, et il me dit la France mobilise combien de policiers sur un OMPG. Bah je dis écoute, c'est entre 2500 et 3000 hein, selon les chiffres, selon les années, selon s'il y a des interdictions de déplacement ou pas, tu vois, il y a ça aussi, malheureusement effectivement, mais voilà, donc je lui dis ça, et donc là il me regarde d'un air complètement déconcerté. Il me dit, mais Bastien, si on met 2500, 3000 policiers pour le Classico de Rosario, il dit, je n'ai plus un policier en service dans le reste de ma province. Vous imaginez quand même. Vous imaginez le truc. Donc en fait, il y a aussi une réalité économique qu'on évoquait tout à l'heure à prendre en compte et qui est présente. L'Argentine, ça a beau être un pays qui fait partie du G20, économiquement, c'est un pays qui a des difficultés depuis de nombreuses années désormais, hein, comme je disais tout à l'heure, avec une inflation latente, avec une dévaluation de la monnaie, d'énormes problèmes économiques qu'on ne peut même pas s'imaginer en France. Et là, la situation économique, ils la prennent en pleine face. Et donc, ils ne peuvent pas mobiliser autant de policiers pour ce genre de match. Donc là, vous imaginez, en plus, vous avez tous les classicos en même temps, donc c'était très très dur à gérer pour eux. Et je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Robin, par rapport au déplacement. Ouais. En Argentine, alors effectivement, on le disait, on n'est pas du tout dans la même situation en France, et loin de moi de défendre l'idée d'interdire ces déplacements-là, parce que j'ai jamais été d'accord avec ce genre de politique, mais en Argentine aussi, ils le payent ces interdictions de déplacement, parce qu'on le voit lors des matchs de Libertadores ou de Sudamericana, où là, la CONMEBOL les oblige à autoriser les déplacements de supporters chiliens, uruguayens, vénézuéliens, enfin venant de tout le continent, et on a vu récemment ce qui s'est passé lors de Independiente Universidad de Chile, avec des affrontements qui ont tourné au pugilat, hein. Là c'était vraiment ça a vraiment tourné au pugilat, et on voit depuis 2013, donc comme on disait 13 ans, les autorités argentines ne savent plus organiser de déplacements, et là c'est un gros souci, et c'est ce dont on va en France. On a déjà les prémices avec des déplacements européens qui tournent un peu au final. Exactement. Alors là je reprends un exemple très connu, mais la finale de la Ligue des Champions, etc. Enfin, on ne sait plus rien gérer. Et on voit que l'Argentine, encore une fois, malgré une situation totalement différente à la France, où ils ont dû prendre des mesures plus fortes qu'en France, effectivement,
mais on voit qu'ils ne savent plus rien organiser au niveau des placements, et là c'est compliqué. Et ce Independiente Universidad de Chile qu'il y a eu il y a quelques mois l'a prouvé, où là les autorités argentines ont complètement été dépassées, et on a frôlé la catastrophe. Il n'y a pas eu de mort, mais quand on voit les images, on peut les remettre aussi rapidement. Je ne vois pas comment il n'y a pas eu de victimes sur ce match-là, parce qu'on voit carrément un supporter chilien tomber de dizaines de mètres. Enfin voilà, c'était vraiment des scènes assez abominables à voir. Et au final, pour clôturer du coup ce petit passage-là, bon, toujours dans ce cadre magnifique, hein, je le répète d'ailleurs, il commence à faire frisquer. Ouais, ça se voyait, j'étais en train de trembler un peu. Il commence à se faire frisquer, mais c'est fou que quand même deux pays avec des cultures complètement différentes, des moyens différents comme on l'a évoqué, tout à fait, se retrouvent au final confrontés à des problématiques entre guillemets similaires pour tout simplement combiner passion et sécurité comme c'était évoqué précédemment. Et c'est fou que nous-mêmes, du coup, on se retrouve dans cette même difficulté à gérer les déplacements de clubs européens maintenant, alors que quand même, sur le papier, on a quand même beaucoup plus de moyens en termes de sécurité. Quand je vois des arrêtés qui interdisent un déplacement parce qu'elle a fait du citron, voilà, on est quand même sur... Voilà, ça prête à faire sourire jaune malheureusement, et pas pour faire de vidéos avec les citrons. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est qu'en Argentine, la situation économique, elle est complètement différente de la France. Et en France, on est largement quand même encore en mesure d'organiser ces déplacements. On n'est pas du tout sur le même degré de risque qu'en Argentine. Et encore une fois, comme je disais, en Argentine, cette interdiction de déplacement leur a nuit dans leur capacité d'organisation de grandes compétitions comme la Libertadores, comme la Sudamericana. Et encore voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Parlent d'elles-mêmes. Ce Independiente Universidad de Chile s'est terminé en pugilat. Au final, les Barras Bravas, c'est peut-être ce qu'il y a de plus argentin dans le football argentin. Un mélange de passion absolue, de loyauté, de créativité et de zones d'ombre impossibles à ignorer. D'un côté, des tribunes qui font rêver la planète entière, des chants qui traversent les océans, des amitiés improbables nées dans le chaos, une culture de l'aguante qui pousse les supporters à ne jamais rien lâcher. De l'autre, plus de 350 morts, des affaires de corruption, de violence, des liens avec la politique, la police, le crime organisé, et un pays qui cherche encore comment canaliser tout ça sans tuer ce qui fait l'âme dans ses stades. Ce qui est sûr, c'est qu'en Argentine, le football ne sera jamais un simple divertissement. C'est un miroir de la société, avec ses injustices, ses espoirs, ses contradictions. Les Barras Bravas ne sont ni des héros romantiques, ni seulement des monstres médiatiques. Elles sont l'expression d'un mouvement populaire qui fascine les tribunes du monde entier. Avant de se quitter, j'espère qu'on vous a fait voyager, alors à la fois en Argentine dans ce sujet hyper passionnant, mais une nouvelle fois au ski, voilà. C'est pas un décor dans lequel on a forcément l'habitude de tourner, mais c'était plus que kiffant. Je tiens évidemment à remercier Bastien, sans qui du coup on n'aurait pas pu aller aussi loin dans ce sujet, avec notamment des petites anecdotes de l'intérieur. T'as beaucoup écrit sur le sujet, donc vraiment un grand merci à toi du coup pour ton aide, pour ce format, c'est vraiment top. Non, franchement, merci à toi Robin, et c'était vraiment un plaisir de t'accompagner dans ce sujet, un sujet qui me tient évidemment à cœur dans un pays qui a une place particulière. Pour moi, aujourd'hui ma femme est l'Argentine, j'ai vécu 10 ans là-bas et j'y retourne très bientôt pour y vivre à nouveau. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'espère également qu'on pourra faire quelques sujets là-bas, sur place. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire pour venir à Buenos Aires et faire quelques stades, et pas que à Buenos Aires, même dans le reste de l'Argentine. Donc c'était vraiment un grand plaisir de t'aider sur ce sujet. J'espère que ceux qui nous ont regardés ont pris le même plaisir qu'on a pris à confectionner cette vidéo sur tout ça. Et puis espérons que ça suscite la curiosité et que les gens soient encore plus demandeurs et qu'on aille encore plus en profondeur dans ce sujet. On demande que ça. Donc non, un grand merci à toi pour ça, Robin. Non, avec grand plaisir. En plus, on avait pu déjà faire une première vidéo sur Ultra Mode de Vie. Il me semble qu'il en reste. Il en reste très peu. Ouais. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, du coup n'hésitez pas à aller la voir. Il reste quelques exemplaires. Ça peut peut-être faire plaisir à quelqu'un pour cette période de fête. Un beau cadeau de Noël. Ouais. Voilà, et du coup j'espère que dans le format que vous avez vu, on vous a, alors, comme je l'ai dit, fait voyager, mais surtout que vous en avez appris plus sur cette mouvance qui a des similitudes avec le mouvement ultra en France, mais qui est quand même bien différente dans l'ensemble. J'allais dire, vous avez vu cette petite vidéo assez longue au final, mais assez étoffée. Et bien écoutez, il me reste plus qu'à vous dire que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher du coup le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne. Je vous le dis, c'est des mots un peu bateaux, mais ça permet vraiment de soutenir la chaîne et de permettre de voir ce genre de vidéos éclore un petit peu de manière régulièrement sur la chaîne. C'était CK, merci à toi une nouvelle fois Bastien. Merci à toi Robin. On se retrouvera prochainement. Allez, ciao ciao.